Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis un petit moment déjà. C'est la visite de Marcel, ou plutôt la revisite de Marcel, mon fourgon aménagé comme un camping-car. Comme tu le sais sans doute, ça fait à peu près 1 an et demi, au printemps 2019, que j'ai réalisé un rêve, avoir un fourgon aménagé pour passer la majeure partie de mon temps dedans. Au départ, je voulais en aménager un moi-même, puis finalement, j'ai craqué pour un modèle de concession, le Fond Vendôme Leadercamp, année modèle 2019. Donc, sur une base de Fiat Ducato, c'est un fourgon aménagé avec tout le confort qu'on peut imaginer. Alors aujourd'hui, après 18 mois d'utilisation relativement conséquente, j'ai envie de faire un petit retour d'expérience sur ce fourgon, ce que j'aime moins, ce que j'ai aménagé, ce que j'ai modifié, notamment en rapport évidemment à ma passion, le VTT, comment je fais pour trimballer cet engin-là dans ce fourgon. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti! Je te propose de faire une vidéo en plusieurs parties. D'abord, je vais parler de l'aspect motorisation et conduite du véhicule lui-même, puis de l'aspect habitation, l'aspect aménagement camping-car, et évidemment, on verra toutes les petites retouches et toutes les petites améliorations perso que j'ai apportées au véhicule, et notamment dans la soute pour le VTT. Allez, c'est parti, je te montre ça tout de suite. On commence par l'avant du véhicule. Marcel, le voilà, c'est un fourgon comme le fourgon du plombier ou du menuisier du coin, sauf que chez moi, c'est une mini maison de 3 tonnes. Nous voilà donc dans le poste de pilotage de Marcel qui, comme tu peux le voir, est un poste de pilotage de fourgon tout à fait classique, sans aucun aménagement particulier. Au niveau des équipements du porteur lui-même, ça reste relativement basique. On a un régulateur de vitesse, un limiteur de vitesse et ça s'arrête à peu près là. Pas d'anti-brouillard, pas de démarrage automatique des feux ou des essuie-glaces, rien de tout ça, c'est super basique. Bon, on roule très bien avec. Il faut savoir que le véhicule lui-même roule bien avec ses 130 chevaux. Il traîne relativement bien les 3 tonnes. Bien sûr, quand on monte une côte, ça ralentit. On n'a pas des reprises fulgurantes. Mais si on roule souple, ça permet de rester à une consommation quand même assez raisonnable. Moi, j'arrive à tenir du 8,5 litres à peu près au 100 sur les 20 000 km que j'ai fait. Je trouve ça plutôt raisonnable quand on compare à une voiture, notamment mon Picasso C4 qui est plutôt aux alentours de 6,5 litres alors qu'il pèse 2 fois moins. Et je roule pas beaucoup plus nerveusement avec. Donc, je trouve que la motorisation est plutôt sympa. Au niveau de la conduite elle-même, globalement, c'est juste une grosse voiture un peu pataude et un peu plus imposante avec laquelle il faut prendre beaucoup plus de place quand on tourne dans une rue ou quand on fait un demi-tour. On s'y habitue relativement facilement, mais c'est clairement pas un poids lourd. Ça se conduit d'ailleurs avec un permis B de voiture tout à fait normal puisque ça reste un véhicule de loisir de moins de 3,5 tonnes, donc pas de permis particulier. Voilà, on s'habitue très vite. Perso, j'aime beaucoup conduire mon Marcel, on est un peu plus haut et voilà, c'est vraiment super sympa. Maintenant, j'ai envie de te parler de la première amélioration que j'ai apportée à ce poste de pilotage parce que ça manquait vraiment. Et il s'agit bien sûr de ceci, le petit smiley caca, indispensable pour ouvrir la route. Non, bien sûr, je parle de ça. Le rétroviseur dashcam avec une caméra avant et surtout une caméra arrière qui me permet, comme tu peux le voir, de voir ce qu'il y a à l'arrière du véhicule parce que de base, c'est un rétro normal, un miroir, qui te permet principalement de regarder les meubles de la cuisine pendant que tu roules, ce qui est d'un intérêt plus que discutable, notamment quand tu fais une marche arrière et que tu as dans l'angle mort, qui est énorme, un arbre qui dit que arbre contre vitre, c'est l'arbre qui gagne. Ouais. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est à l'extérieur et c'est le panneau solaire dont on parle, puisque celui-ci, je l'ai totalement modifié. Je te montre ça tout de suite. Le concessionnaire m'avait offert un panneau de 160 watts avec les batteries, ce qui était plutôt sympa, je le remercie. Mais bon, ma consommation électrique est quand même un petit peu plus grande que simplement faire tourner le frigo et le chauffage et les lumières le soir, avec notamment la gyroroue, qui recharge quand même pas trop bien sur le solaire, l'ordinateur et récemment le VTT. Donc j'avais besoin de bien plus d'énergie solaire. Donc j'ai upgradé, j'ai changé le panneau. J'ai pris le plus grand qui rentrait dedans, c'est un 350 watts de chez LG. Je peux pas mettre plus grand, je pourrais en rajouter 2 en plus derrière des petits. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Et clairement, ça change la vie. Alors, c'est pas encore magique pour autant. L'énergie électrique dans le fourgon reste une denrée rare. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dépense et comment on peut recharger derrière. Parce que 350 watts, c'est dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Dans la vraie vie, il ne produit pas toujours autant, malgré qu'il soit très sensible et que le gain est substantiel par rapport à l'installation précédente. J'en ai aussi profité lors de ce changement de panneau solaire pour installer un Victron Smart BMW. C'est un moniteur de batterie qui te permet de savoir ce qui rentre et ce qui sort de tes batteries et donc
donc de savoir précisément ce qui te reste comme énergie. Je trouve ça vraiment très intéressant pour pouvoir justement anticiper les dépenses énergétiques et les recharges et gérer ça correctement et pas se retrouver en rade au milieu de nulle part. Bon allez, ça suffit pour la pub, la suite se passe à l'intérieur du van et on le voit d'ici. J'ai ajouté des rideaux qui me permettent de séparer la cabine et l'espace de vie. Pourquoi avoir mis des rideaux? Eh bien c'est très simple, je te montre. Ça permet en un mouvement de couper les regards indiscrets de l'avant du véhicule qui verrait autrement jusque tout l'arrière. Donc ça permet d'avoir un peu plus de discrétion et d'intimité quand on en a besoin. Bien sûr, il y a aussi les rideaux sur le pare-brise, mais ceux-là je préfère les garder exclusivement pour le soir quand je suis à l'intérieur du véhicule. Aménagement suivant, il s'agit de ce filtre à eau. Quand on est dans un véhicule aménagé, on remarque une réserve d'eau potable de 100 litres dans Marseille qui se trouve juste sous la banquette sur laquelle je suis assise et que je recharge aux stations spécifiques pour le camping-car avec de l'eau propre du réseau, donc potable à la base. L'ennui, c'est que cette eau reste plusieurs jours dans cette cuve et donc petit à petit des bactéries et toutes sortes de choses désagréables peuvent s'y développer, donc elle est plus forcément super potable. Généralement, on ne la boit pas. Le problème, c'est qu'on a besoin de boire de l'eau quand même. Alors, plusieurs solutions, dont celle pas du tout écologique et que je n'apprécie pas du tout, c'est de prendre des bouteilles en plastique et voilà, de boire de l'eau en bouteille. Moi, j'ai pas du tout voulu faire comme ça. J'ai acheté un filtre à eau qui me permet de filtrer l'eau de cette cuve sans aucune énergie. C'est un filtre à gravité. Et ce qui me permet, en mettant de l'eau de la cuve en haut, je la laisse passer. Il y a un système de filtres à l'intérieur, des filtres qui sont faits de céramique et de charbon actif. L'eau passe par son simple poids dans ces filtres, goutte à goutte ressort dans le récipient en bas et j'ai de l'eau propre, potable, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Ça filtre absolument toutes les particules en suspension, ça ne filtre pas les minéraux par contre, donc je n'ai pas de l'eau déminéralisée, mais tout ce qui est virus, boue, etc., ça passe. Ça ne passe pas justement du récipient du haut vers le récipient du bas, ça reste dans les filtres qu'il faut changer à peu près une fois tous les 6 mois à 1 an selon la qualité de l'eau qu'on met dedans. J'en suis absolument ravi. Le seul ennui de ce truc là, c'est que comme tu le vois, ça prend un peu de place et il faut le transporter correctement puisqu'il y a de l'eau dedans, donc il ne faut pas que ça bouge pendant qu'on roule. Pour ça, j'ai adapté la table. Alors je sais pas si tu te souviens de la table d'origine, elle n'était pas comme ça, c'est une nouvelle table que j'ai faite spécifiquement pour pouvoir y mettre ce système d'étau qui me permet avec des petites vis papillons de maintenir le filtre bien en place, solidaire de toute la table. Du coup, ça ne bouge absolument pas, même quand il est plein d'eau. Au pire, je peux avoir 2-3 petites gouttelettes d'eau en projection parce que c'est pas 100% étanche, évidemment. Mais ça ne bouge absolument pas. Un autre élément nouveau dans Marcel, c'est ce que tu peux voir ici. C'est ce petit routeur qui va de pair avec ça, qui est une antenne 4G extérieure. Alors, bon, ce produit-là, je sais pas trop quoi en penser. Sincèrement, je sais pas. De temps en temps, il marche, de temps en temps, il marche pas. C'est extrêmement fluctuant. En théorie, l'idée, c'est d'avoir une grande antenne très sensible à l'extérieur du véhicule, donc en dehors de la cage de Faraday métallique formée par le véhicule lui-même, et donc de pouvoir capter beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas un amplificateur, c'est juste beaucoup plus sensible, ce qui fait que s'il y a un petit bout de signal qui traîne, là où ton téléphone va dire j'ai plus qu'une barre et j'arrive plus rien à faire, elle pourra mettre 2-3 barres encore et faire quelque chose de tout à fait correct avec. Ça, c'est la théorie. En pratique, très honnêtement, je sais pas si mon téléphone est exceptionnel ou quoi, mais généralement, quand le téléphone capte pas, le signal qu'elle capte, elle en capte, mais il n'est pas exploitable. C'est-à-dire que derrière, j'essaye de me connecter sur mon mail, par exemple, ça met tellement de temps à répondre que le mail décide de dire que non, en fait, t'es pas connecté, laisse tomber. Je ne sais pas, je suis chez Orange, a priori je devrais avoir un bon abonnement, il n'y a pas de problème, je sais qu'il y en a d'autres qui utilisent des abonnements pas très chers, chez qui ils disent ça marche bien. Moi je suis vraiment pas très satisfaite de ce matériel là, donc je vais pas te faire de pub pour ça, je vais pas non plus dire que c'est pourri. Clairement, moi je m'en sers très très peu, ça m'a vraiment dépanné peut-être sur 1 an, 2 fois. Bon, tu vois un petit peu le niveau quoi. Généralement je prends le partage de connexion de mon téléphone et ça marche très bien pour avoir internet. Mais bon, pour l'instant il est là, je suis pas sûr de le garder pour la suite, alors on verra. Allez, on passe à la suite. La suite ça se passe dans la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai bien pu bidouiller dans les toilettes? C'est très simple, regarde, ça se passe là en bas. Et il s'agit de ce machin de jardin qui me sert à faire un semblant de toilette japonaise du ghetto. L'idée des toilettes japonaises, c'est de se nettoyer après avoir fait ses petits besoins, non pas avec du papier toilette qui tartine plus qu'il ne nettoie, faut bien reconnaître, mais avec un petit jet d'eau. Et voilà, ce truc-là, c'est un petit jet d'eau. Donc ça me permet plus d'hygiène et d'économiser du papier qui ne finit donc pas dans la cassette et qui ne termine pas en gros blob difficile à vider lors de la vidange tous les quelques jours de cette cassette chimique dans les endroits prévus à cet effet. Merci l'avion.
Mais l'aménagement le plus important que j'ai apporté à Marcel, c'est bien sûr dans la soute que ça se passe pour pouvoir transporter mon VTT à assistance électrique. Je te montre ça, comme tu peux le voir. Et ben on voit un pneu qui dépasse, bah ça c'est le VTT et la soute a considérablement changé depuis l'origine puisque on a toute cette structure ici qui vient s'ajouter par-dessus l'existant. Alors je te montre ça depuis l'arrière tout à l'heure, mais c'est juste pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a le vélo à l'intérieur de Marcel. Quand on accède à la soute, pour l'instant pas de différence majeure, mais pourtant eh bien, il y en a vraiment une, puisque comme tu peux le voir, le lit qui à l'origine était disposé là-dessus, sur ce niveau-là, eh bien, est remonté de pas loin de 20-25 cm, j'ai pas la dimension exacte en tête, ça dépend du vélo, afin de permettre au vélo de venir se glisser sous le lit. Donc je dors au-dessus du vélo et le vélo lui-même est totalement à l'intérieur de la soute, à l'abri des intempéries et à l'abri des regards. Tout le challenge, c'était évidemment de pouvoir rentrer et sortir le vélo sans avoir à tout démonter et déménager à chaque fois. Et après pas mal d'essais et pas mal de tentatives, j'ai trouvé un système qui fonctionne plutôt pas trop mal, alors que certainement perfectible, mais qui en tout cas pour l'instant fonctionne bien et me donne bien satisfaction. Je te montre ça tout de suite. L'idée, c'est de pouvoir glisser le vélo à l'intérieur grâce à un petit chariot sous la roue arrière qui permet de le rentrer et de le sortir sans trop de difficultés. Première étape. La roue arrière, non, c'est la roue avant d'ailleurs, mais bref, qui est séparée du vélo, sinon ça rentre pas. Deuxième étape, on ouvre le loquet qui permet de maintenir solidement le vélo en place, et après ça, il faut finasser un peu, et globalement, le vélo sort, comme tu peux le voir, sur son petit chariot, et là on le récupère, comme si de rien. Le système repose principalement sur trois composants. Le premier, c'est ce double fond sur lequel viennent se fixer les différents éléments. Double fond qui est solidement arrimé. En fait, il n'est pas vissé au fond de Marcel. Je ne veux absolument pas abîmer Marcel au cas où je veux le revendre un jour. Donc il est clipsé dedans. Alors tu vois, il y a une espèce de rail ici qui évite qu'il puisse rentrer. Et bah, par chance, il fait la bonne dimension. Ouais, j'ai mesuré. Pour que les portes, quand elles sont fermées, viennent le clipper et faire en sorte que ça ne bouge absolument pas. La deuxième chose, c'est ce système de fixation là. C'est une fixation de la marque Rocky Mounts et donc l'idée c'est de pouvoir venir mettre l'axe de la roue avant là-dedans et de le maintenir très solidement grâce à ce système de loquet. Ceci est arrimé à la planche via des vis et une plaque d'alu en fait pour bien étaler l'effort dessus. Donc je t'assure, ça ne bouge absolument pas. Et la troisième partie, eh bien c'est ce petit chariot tout bête avec des petites roulettes qui me permet de mettre la roue arrière dessus. Et quand je bloque le frein, elle reste bien dessus et du coup ça me permet de pousser le vélo en arrière sans que les pédales ne tournent. Parce que oui, quand tu pousses un vélo en arrière, les pédales se mettent à tourner et du coup ça cognerait un peu partout dedans, ce qui est pas du tout une bonne idée. Et là ça me permet vraiment de le rentrer bien droit et de le caler le plus près possible et de tirer profit de cette cavité là pour y glisser la pédale et donc le mettre le plus près possible de la paroi. Du coup ça me laisse un certain espace à côté que j'ai utilisé sur deux niveaux. Bah, ça ressemble un petit peu à la soute d'origine puisque j'ai repris là aussi le rail sur lequel reposait le plateau dans la soute d'origine, sauf que chez moi il fait que la moitié de la largeur et je peux y disposer ces boîtes d'une célèbre marque suédoise bleue et jaune qui ont le bon goût d'avoir pile la bonne taille et en plus je les adore, donc elles sont super. Évidemment, puisque j'ai surélevé le lit, il y a une conséquence, c'est que le lit est plus haut, donc du coup pour monter dessus c'est un peu moins pratique. Mais par contre en dessous je récupère toute une foule d'espace disponible pour mettre toutes sortes de choses. Donc l'un dans l'autre, la soute n'a finalement pas vraiment rétréci, même si le vélo prend énormément de place. Mais voilà, grâce à ça je peux stocker énormément de choses dans la soute et tout le matériel outdoor, vélo, gyro-roue, rando, tout ce que tu veux, tient très amplement là-dedans, ce qui est vraiment super. Le seul problème, et je t'en parlais, c'est effectivement au niveau de l'accès au lit qui a pris 20 cm, le plafond lui il n'a pas bougé, donc si je saute dessus comme un cabri, et ben je me prends la tête dans le plafond. J'ai essayé, c'est pas top. Donc du coup, pour monter sur le lit, maintenant il faut un petit marchepied que je stocke gentiment ici et qui me permet d'accéder à mon dodo sans difficulté. Et voilà, c'est bête comme chou, mais avec ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de la hauteur disponible sur le lit, c'est limite pour moi. J'arrive encore à m'asseoir à peu près. J'ai pas trop perdu de confort au niveau du couchage. Voilà, le lit fait toujours son 1,90 m de long.
La seule conséquence d'avoir surélevé le lit au niveau du couchage lui-même, c'est que du coup, la fenêtre du lit se retrouve en plein milieu de la hauteur du lit et je risquerais de shooter dedans avec les pieds pendant que je dors. Donc je l'ai condamné avec une protection ici, cette espèce de plastique qui vient reposer sur le cadre de la fenêtre et qui rajoute un petit peu de sécurité au cas où j'aurais un mouvement brusque la nuit. C'est pas vraiment gênant en soi pour dormir. C'est un peu moins sympa le matin quand tu te réveilles, tu peux pas ouvrir le volet et avoir la vue sur la super plage extraordinaire. Ce que j'ai jamais de toute façon, puisque globalement je ne me gare pas dans des endroits incroyables qui sont souvent difficiles d'accès. Et voilà, les endroits incroyables, moi je vais les chercher avec le VTT, ça va très bien, c'est pour ça que j'ai fait tout cet aménagement. Allez, on passe à la conclusion et mon avis global sur le véhicule après ces 20 000 km. C'est parti. Nous voilà à la troisième et dernière partie de cette vidéo déjà relativement longue, la conclusion et mes avis généraux sur les différents équipements et modifications que j'ai pu apporter à Marcel. Alors en ce qui concerne Marcel tel qu'il est commercialisé, c'est-à-dire sans toutes mes modifications, globalement, si je dois résumer tout ça, j'adore mon Marcel, il est très bien conçu, il y a des rangements un peu partout, il est bien équipé, toute la menuiserie est de très bonne facture, il n'y a aucun problème là-dessus, les équipements frigo, chauffage, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est bien fait, franchement, je ne sais pas s'il vaut son prix, c'est difficile à dire, hein. Marcel est un véhicule qui coûte à peu près 50 000 € en concession. C'est une somme, mais voilà, il est très bien équipé et il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Donc, globalement, je suis super satisfaite. Il y a eu quand même deux petites insatisfactions, on va dire, de problèmes. Le premier qui est apparu très rapidement après l'avoir acheté, il y a un problème électrique en fait, un problème de court-circuit au niveau des lumières, des plafonniers. Je les allumais et ça faisait sauter le fusible. Bon bah voilà, là il y avait un petit défaut électrique qui a été pris en garantie, ils m'ont tout refait l'électricité du plafonnier et du coup plus de problème. Bon c'est juste casse-pied, ça t'oblige à passer en concession. Et deuxième problème, alors ça c'était plus embêtant franchement, c'était un problème d'étanchéité parce que l'étanchéité sur un fourgon, tout comme un camping-car, c'est un sujet essentiel et toujours très difficile à mettre en place. Et j'ai eu un problème avec le lanterneau de la salle de bain qui clairement avait un défaut. Le joint a été complètement bouffé au bout d'un an. Alors est-ce que c'était un mauvais joint? Est-ce que c'était pas de chance? J'en sais rien du tout. Toujours est-il que voilà, à la faveur d'un gros orage, il a commencé à vraiment prendre l'eau. Donc je l'ai amené en concession hyper vite. Ils m'ont tout refait en garantie, pareil. Donc j'ai un joint tout neuf. Bon, c'est un petit peu frustrant quand ça arrive sur un véhicule neuf, d'autant que je venais de faire passer le test d'étanchéité qui n'avait rien décelé. Bon, ça, je ne comprendrai jamais. En ce qui concerne le porteur, c'est-à-dire le Fiat Ducato sur lequel Marcel est construit, globalement, j'ai pas grand-chose à dire. Le moteur est plutôt agréable à conduire. Le turbo fonctionne bien. Il m'est arrivé de rouler sans turbo pour un défaut, une durite qu'une bestiole avait becté. Et du coup, le moteur s'est mis en sécurité. J'avais plus de turbo. Alors là, je peux te dire c'est une autre histoire. Mais bon, voilà, du coup, avec le turbo, les 130 chevaux sont tout à fait confortables. C'est pas une foudre de guerre, encore une fois, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Au niveau des équipements, bon certes on pourrait finasser et dire qu'on en voudrait un petit peu plus, mais globalement il y a quand même ce qu'il faut, notamment l'aide au démarrage en côte, ça c'est quand même bien pratique. On a le régulateur limiteur de vitesse, moi j'aime beaucoup rouler au régulateur parce que voilà, ça te permet vraiment d'avoir l'esprit libre et je sais pas, j'ai l'impression d'être comme un routier comme ça, tu sais, sur les grandes routes 66 américaines et tu tailles la route, comme... ouais bref. Enfin bon, j'aime bien rouler avec le régulateur, donc j'apprécie qu'il y en ait un. La seule chose que je reproche un petit peu, ou que je regrette en tout cas, c'est au niveau des amortisseurs du train arrière où on a des amortisseurs classiques de fourgon vide, alors que à la base Marcel est vendu à 3 tonnes, donc c'est-à-dire qu'il roule en permanence avec 3 tonnes sur le dos, contrairement à un fourgon de plombier qui roule plutôt avec 1,8 tonne sur le dos. Ce qui fait que les amortisseurs sont vite raplapla, en fait, ils roulent sur ses butées et du coup, ouais, c'est un peu tape-cul quand tu es sur des routes un peu accidentées. Je ne m'attends pas à ce qu'ils installent d'entrée de jeu des amortisseurs pneumatiques, évidemment ça ferait trop grimper l'addition, mais peut-être des lames renforcées pour tenir compte du fait que le fourgon roulera toujours toute sa vie avec 3 tonnes au moins sur le dos. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, après on peut pas tout avoir, mais peut-être j'y passerai un jour sur les suspensions pneumatiques. C'est pas très cher d'après ce que j'ai vu et apparemment il y a un vrai gain. On verra, je vous tiendrai informé. Au niveau de mes upgrades et notamment de celle du panneau solaire, alors je t'en parlais un petit peu, recharger des engins comme une gyroroue ou un VTT dans une moindre mesure,
Ça pose toujours un petit peu un problème. Alors c'est faisable, effectivement j'ai rajouté un onduleur, ça je l'avais fait dès l'achat du véhicule, ou quelques semaines après. Donc j'ai du 220 volts dans le véhicule, et je peux donc brancher les chargeurs, même si c'est une solution qui est certainement énergétiquement pas parfaite. Ça me permet d'utiliser les chargeurs d'origine, et donc de charger à peu près n'importe quoi dessus. C'est un onduleur Victron de 500 volts ampères, c'est pas un monstre pour faire marcher une Nespresso ou quoi que ce soit, hein. C'est taillé par rapport à ce que j'ai besoin de charger pour éviter les pertes. Mais le problème n'est pas vraiment là, le problème c'est dans la quantité d'énergie que stocke une batterie lithium-ion de gyroroues ou dans une moindre mesure de vélo. Ma Tesla, c'est ma gyroroue, elle fait une batterie de 1 kWh, 1000 Wh. Ça a l'air de rien comme ça quand on la branche chez soi et qu'il y a une centrale nucléaire derrière, mais quand on doit produire 1 kWh avec un seul panneau solaire, en gros ça représente la production d'une journée bien ensoleillée et pas en hiver. Avec rien d'autre qui prend l'énergie. Or, il y a toujours le frigo, il y a toujours la recharge du téléphone, de l'ordi, de machin, de trucs de bidule, ce qui fait que ton kilowattheure, il est jamais totalement dispo pour ta gyroroue. Et ça, c'est encore sans compter les pertes de conversion du 12 au 220, du 220 au 84 pour la gyroroue. Donc, conclusion, recharger la gyroroue, c'est très compliqué parce qu'elle bouffe beaucoup trop d'énergie. Le VTT, ça marche mieux, la batterie est 2 fois plus petite, donc forcément, il faut 2 fois moins d'énergie dedans. Et généralement, quand je rentre d'une balade, elle n'est pas vide parce que je ne suis pas du style à chercher à vider la batterie à tout prix pour aller le plus vite possible, mais j'aime bien mettre un peu d'effort sur les pédales, donc je roule beaucoup en mode économique. Si bien que le VTT, en été, en automne, j'arrive sans problème à le recharger sur le panneau solaire seul. Là, en hiver, ça devient compliqué, le soleil est présent, comme tu peux le voir, je suis en Espagne, il fait très beau. Mais voilà, l'angle d'incidence du soleil sur le panneau solaire n'est pas du tout bon, donc même si le panneau est très sensible, il ne produit pas du tout 300 watts, on atteint peut-être 150, 160, et ça pas du tout pendant des heures et des heures, puisque les journées de toute façon en hiver sont courtes. Donc si j'arrive à faire 600 Wh sur une journée, c'était une journée au top du top, avec aucun voile nuageux et du soleil du matin jusqu'au soir. L'énergie électrique dans le fourgon, si tu n'as pas un générateur thermique, ce que je me refuse à avoir, c'est une denrée qui est quand même assez rare et faut vraiment l'utiliser avec parcimonie et ne pas faire n'importe quoi, sinon tu peux vite te retrouver avec des batteries à plat et ça c'est jamais très agréable. Voilà, c'était un long blabla sur les histoires électriques, mais c'est une question qui revient assez souvent et que vous êtes nombreux à me poser. J'espère que j'aurai répondu un petit peu à ça. Si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet pour rentrer un peu plus dans le détail. Mais globalement, voilà, ça fonctionne, mais il faut faire attention et il y a des moments, on ne peut pas forcer le soleil et ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on veut. Évidemment, Marcel a un système de coupleur séparateur qui permet de recharger les batteries avec l'alternateur. Donc quand on roule, je recharge aussi le parc de batteries et donc je peux techniquement recharger ma roue ou mon vélo pendant que je roule. Bon, après, ça pue un peu le diesel, quoi. Ça m'arrive de le faire quand de toute façon je roule, mais je vais pas m'amuser à faire tourner le moteur juste pour ça. Ça c'est, voilà, non, je veux pas, non, pas possible. Bref. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que cette longue vidéo et cette longue conclusion vous aura intéressé et appris un certain nombre de choses. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à me poser des questions si vous avez envie que je revienne peut-être plus en détail sur certaines parties où j'aurais été un petit peu vite, ou peut-être que je fasse des vidéos plus spécifiques sur certains points, parce que tout ça, j'ai abordé assez rapidement. Il y aurait moyen d'en parler pendant des heures. Surtout que je suis un moulin à parole, donc c'est pas très difficile de parler pendant des heures. Mais voilà, on essaye de garder ça contenu, donc on essaye de ne pas trop s'étaler sur le sujet. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah, ciao!